Alors, on va commencer les news tranquillement, pas vite. Vous allez voir, on a des petits trucs. On a quand même deux grosses news hyper intéressantes. Et après, on a des petites news comme ci, comme ça, des petits trucs aussi qui sont aussi intéressants. Non, on a trois grosses news intéressantes, je dirais. Vous le savez certainement, on a la nouvelle Titan. Oui, on a quelques drops, je sais, arrêtez de vous exciter, bande d'animaux là, du calme, on se détend. On se détend. Donc, on a la nouvelle Titan X. On a la... Oh, j'ai... Quoi? Je me suis coupé? Je me suis ouvert. Damn. Comment je me suis ouvert? Improbable. On a la Titan X, nouvelle. On a la nouvelle Xbox. Et on a des news sur Ryzen 5, sur Vega, sur Intel, Kaby Lake, etc., etc. Bon, ça va sauter de temps en temps. Vous en faites pas. Le live va continuer. Et dans le pire des cas, vous pourrez regarder la VOD. Voilà, voilà. Mais normalement, ça devrait aller. Bon, on va commencer. Et on va commencer avec une petite news concernant un téléphone que vous connaissez certainement tous, qui est le Galaxy Note 7. Oui, le téléphone qui explose, celui qui crame, celui qui surchauffe, celui qui peut vous servir de feu de camp quand vous êtes perdu dans les bois, le Galaxy Note 7. Donc il semblerait que après tous les problèmes qu'a eu ce téléphone-là, Samsung décide quand même de le ressortir, mais cette fois-ci avec une batterie beaucoup plus petite. Donc, cachez-vous, un Note 7, bon Dieu, fuyez tous. Donc, il semblerait que Samsung, donc il y a des images qui est leakées de ce téléphone-là, qui soit préparé, ou en préparation en tout cas, pour une sortie prochaine, mais cette fois-ci avec des batteries un petit peu plus petites, afin justement d'éviter tous les problèmes qu'il y a eu. Et c'est généralement, ils vont utiliser des unités refurbish, donc c'est des trucs d'occasion. Ils vont les sortir comme des unités d'occasion, sauf aux États-Unis où ils vont pas sortir. Oh, aux États-Unis, ils vont pas vendre d'unités qui ont été d'unités d'occasion qui ont été dont la batterie a été changée, etc. Donc, ils vont utiliser une batterie de 3200 mAh à la place de celle de 3500 mAh. Donc ça, c'est l'image qui est leakée. Je parle pas du tout cette langue. Je sais même pas si c'est du... Je sais pas ce que c'est comme langue. J'en ai absolument aucune idée. Mais c'est l'image qui est leakée montrant que le Galaxy Note 7 allait ressortir. Voilà, voilà. Ils essayent un petit peu, je pense, de... C'est ça là. Ils essayent un petit peu de se refaire par rapport au gouffre commercial qui a été le Note 7. Voilà, voilà. C'est thaïlandais, tu penses? C'est de l'asiatique, trust me. C'est de l'asiat. Bon, voilà, c'était une petite news, ça m'a fait marrer. Il semblerait que le lancement, au niveau du prix, on n'a pas trop d'idées. Le prix de lancement de base du Note 7, c'était 850$ quand elle a été lancée en 2016. Et là, on ne sait pas exactement à quel prix ils vont le lancer. Ça sera certainement bien moins cher, bien évidemment. Mais on ne sait pas si ça sera dans les 500, dans les 600$. On ne sait pas encore. Mais on risque d'avoir des infos là-dessus très prochainement. Bon, on va passer sur la première grosse news. Premier gros truc, bien évidemment. Qui est la nouvelle Titan XP. Alors, au niveau des noms, donc vous avez certainement dû en entendre parler. Vous avez peut-être... À moins que vous ayez pas eu accès à Internet dans les 5 derniers jours, vous en avez forcément entendu parler. Puis vous avez certainement vu des vidéos là-dessus. Déjà, première chose à dire, c'est que Nvidia est une compagnie complètement incompréhensible. Les mecs sortent des cartes plus puissantes les unes que les autres, ils font des conférences de presse où ils disent « Regardez, c'est la 1080 Ti, la nouvelle carte la plus puissante du monde. Plus puissant qu'une 1080 et plus puissant qu'une Titan X. » Titan X Pascal, hein, les nouvelles Titan X, donc Titan XP, mais P majuscule, parce qu'on l'appelait Pascal, pour pas la confondre avec l'ancienne Titan X, la première. Et ils disent, oui, c'est la nouvelle carte la plus puissante du monde. 750$. Et après, ils se rendent compte que, en fait, on va sortir une autre carte, une autre nouvelle Titan XP, donc encore basée sur Pascal, mais qui va être plus puissante que la 1080 Ti, et qui va du coup être plus chère à 1200$. C'est vraiment la merde.
Donc déjà, de 1, ils sont complètement à la ramasse sur les noms. Parce qu'ils ont sorti une première Titan X. C'était il y a 3 ans, je pense, qui tournait sur Maxwell. Si je me souviens bien. Donc c'était la première Titan X, c'était l'architecture Maxwell. Ensuite, donc ils ont sorti Pascal, etc. Ils ont annoncé la nouvelle Titan X. Donc ils l'ont aussi appelé Titan X. C'était ça le problème. C'est que du coup il y avait 2 Titan X, l'ancienne et la nouvelle. Et du coup tout le monde s'est mis à appeler la nouvelle Titan X Titan XP, parce que c'était P pour Pascal. La nouvelle Titan X était basée sur l'architecture Pascal, du coup on l'avait appelée Titan XP, avec un P majuscule. Et ensuite, là Nvidia, ils se sont dit, tout le monde appelle la deuxième Titan X, tout le monde l'appelle la Titan XP, on va sortir une troisième Titan X, donc la dernière, celle-là, celle qu'on voit ici, et on va aussi l'appeler Titan XP, sauf qu'on va mettre un P minuscule, parce que tout le monde mettait un P majuscule. Du coup voilà. Donc prochain épisode, on est sur du Titan XP. Prochain épisode, on est sur un échec avec la Titan Vista. Et après, ils vont peut-être essayer de se rattraper sur Titan 7, Titan 8, et puis bien sûr passer à Titan 10. Hein. Voilà. Bref. Bon. Donc déjà, au niveau des noms, c'est de la merde. Hein, on est d'accord. Ensuite, là où c'est de la merde aussi, c'est pour les mecs qui ont acheté des 1080. T'achètes une 1080. T'es content, t'as une carte qui est super puissante. Non, pire que ça. T'achètes une Titan XP. Les deuxièmes, pas les nouvelles. Hein. XP, P majuscule. Vous voyez comme c'est de la merde? Vous voyez comme c'est de la merde au niveau des noms? Je vous parle et puis je suis sûr que je vous ai déjà perdu. T'achètes une Titan X Pascal, deuxième du nom. Bref, t'as payé 1200$. Tu te dis, j'ai la carte la plus puissante du monde. C'est plus puissant qu'une 1080. T'sais, genre, toi tu t'en fous que ce soit inutile, tu t'en fous qu'une 1080 ça te suffise, mais genre t'as acheté parce que c'est genre le mieux, c'est genre toi tu veux le mieux, t'as du fric etc, tu veux le mieux. Nvidia, 8 mois plus tard, sortent la 1080 Ti. Là déjà tu te sens un petit peu quand même, tu te sens un petit peu baisé. Tu te sens un petit peu baisé parce qu'ils sortent une carte à 700$ qui bat la carte que t'avais achetée. Ah, tu te dis merde. Je veux dire, c'est quand même vachement con quoi. Genre, ils sortent une carte à 700$ qui bat la carte que t'avais achetée. Que t'as payé 1200$. Mais ça a toujours été le cas pour les Titans. C'est genre, les Titans étaient toujours plus chers, puis après la TI était moins chère, et puis au final ça rendait la Titan obsolète. Mais là où c'est pire, c'est que le mec qui a acheté sa Titan, donc il y a la 1080 Ti qui sort, et après là, ils sortent une nouvelle Titan X à 1200$ qui est plus puissante que la 1080 Ti. C'est genre, ils sortent une carte qui vaut le même prix que celle que t'as achetée 8 mois avant, qui est plus puissante qu'une carte qui est plus puissante que ta carte. Tu vois, genre, c'est genre, ils sortent une carte qui vaut le même prix, qui est plus puissante qu'une carte qui vaut moins cher que ta carte, et cette carte-là, qui vaut moins cher que ta carte, est aussi plus puissante que ta carte. What the fuck, Nvidia. Nvidia crée de la compétition à travers ses cartes, tu vois, genre, il se crée sa propre compétition. Ils se disent, non, la compétition avec AMD, ça suffit pas. AMD sont pas assez compétitifs pour nous. On va créer de la propre compétition entre nos propres produits. C'est vraiment stupide. Et le truc qui est encore plus stupide, c'est la façon dont ils labellent les cartes. C'est-à-dire qu'ils vous sortent la Titan X, Pascal première du nom. Ils vous disent, ceci n'est pas une carte pour le gaming. C'est une carte pour du calcul lourd, du rendu, de la simulation, etc. Ils labellent leur carte en étant genre, ceci n'est pas une carte pour le gaming. Première Titan X. Ensuite, ils sortent la 1080 Ti, qui est plus puissante que la Titan X, et ils disent, ah bah la 1080 Ti, non, c'est une carte pour le gaming, la 1080 Ti. Mais elle est plus puissante que la Titan. Mais la Titan, c'était pas une carte pour le gaming, hein. Mais celle-là, qui est plus puissante que la Titan, c'est une carte pour le gaming, même si elle est plus puissante. What the fuck. Et ensuite, ils te sortent la nouvelle Titan XP, et ils disent, ah bah la Titan XP, non, mais c'est pas grave, c'est pas une carte pour le gaming. Tu te fous de ma gueule, Nvidia? Dans 6 mois, tu vas sortir une autre carte qui est plus puissante que la Titan XP, et puis tu vas dire, oh, cette carte est pour le gaming. Elle est plus puissante que la Titan XP. Pourquoi la Titan XP serait pas pour le gaming? Enfin bref. What the fuck. Exactement. En attendant, ils ont sorti un monstre
qui vaut 1200$, qui a 3840 Q d'accord, qui a plus de 12 teraflops de puissance, et voilà. Que dire de plus? C'est genre une énorme bête. Le problème, c'est que quand les mecs ils ont acheté la première Titan X de chez Pascal, ils se sont dit c'est le maximum qu'ils peuvent faire, c'est-à-dire jamais ça ira plus loin. Genre je peux pas avoir plus de Q d'accord, etc. C'est genre le chipset complet qu'ils mettent dans la Titan X. C'est ce qu'ils font d'habitude. Bah là Nvidia dit non. Tiens, on en sort une deuxième qui est mieux. Attack on Titans 2, exactement. Exactement. Bon, voilà la gueule des spécifications. Ça fait tout. Ils font toutes le même. Voilà, je reste sans voix. Parce que tous les chipsets font la même taille, donc c'est le même chipset. Il y a juste plus d'unités de calcul et de streaming processeur, etc. La nouvelle Titan, on passe de 56 à 60. Il y a toujours 64 Q d'accord par petit module, sauf que du coup tu as plus de modules, donc tu passes de 3584 Q d'accord à 3800. Et forcément, t'exploses la puissance. Tu gagnes quasiment 1 teraflop par seconde. Et ouais, ma gueule, surtout que bon, niveau fréquence, ils sont restés à peu près pareil que la 1080 Ti. T'augmentes, enfin tu gardes la même interface mémoire que sur la première Titan Pascal. Tu gardes les 12 Go de GDDR5X, mais voilà, genre t'as augmenté la bande passante et tout, et puis tu gardes le même prix. Parce que pourquoi pas, hein? Bon. C'est un petit peu casse-couille, mais ouais, voilà la gueule de la carte. Elle ressemble comme 2 gouttes d'eau à la première Titan, sauf qu'elle est toute noire. Je crois la première Titan était pas entièrement noire, je suis pas sûr. Mais bon, pour moi Nvidia essaye un petit peu de se faire plus de money en sortant des cartes plus puissantes les unes que les autres. Donc, est-ce qu'ils se sont rendus compte que la Titan... Est-ce qu'ils se sont rendus compte que la 1080 Ti était trop rapide par rapport à l'ancienne Titan? Et du coup, ils se sont dit, c'est pas possible, on peut pas laisser ça comme ça. Il faut qu'on sorte une nouvelle Titan qui soit plus rapide que la 1080 Ti. Genre, c'est peut-être le cas, c'est ce que l'hypothèse que émet Overclocking Made in France, que en fait, ils ont trouvé que la GTX 1080 Ti était trop rapide. Et du coup, ça plombait complètement les ventes de l'ancienne Titan X. Et du coup, qui se sont dit, on va ressortir un modèle qui sera plus puissant, comme ça la Titan aura toujours un modèle attractif. C'est-à-dire qu'avec la nouvelle Titan XP, bah si jamais tu veux plus de puissance, tu peux toujours acheter la nouvelle Titan XP. Du n'importe quoi. Bon après, faut dire ce qui est, elle est extrêmement puissante. S'il y a des premiers benchmarks qui sont sortis, c'est plus rapide qu'un SLI de 1900. C'est plus rapide qu'un SLI 1070, donc voilà, ça fait quand même assez mal. Sur Firestrike, ça tape dans les 32 000 points. C'est mal, ça fait mal. On est à peu près dans les 10% plus rapide par rapport à une 1080 Ti. Donc c'est vraiment de la grosse puissance. Genre, si tu ne joues pas en 4K, cette carte ne te sert à rien. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est le seul truc, c'est genre, ça sert à rien que t'achètes une Titan si tu joues pas en 4K, genre. C'est limite, c'est la seule utilisation possible de la carte avec d'autres trucs. Genre, avec tout ce qui est vraiment des calculs lourds, mais cette fois-ci qui n'est pas du jeu vidéo. Genre de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage, du machine learning, etc. Voilà. On va passer sur une news concernant Intel et les nouveaux Kaby Lake G. Donc les nouveaux Kaby Lake G, c'est des petits processeurs sur lesquels travaille Intel qui vont changer, enfin pour lesquels Intel va changer sa stratégie de fabrication et changer leur architecture des cœurs. Donc seulement pour cela, je pense que ça va être seulement sur les Kaby Lake G et peut-être sur d'autres processeurs qui vont avoir la même utilisation. Donc Kaby Lake G, c'est des processeurs pour PC portable et pour tout ce qui est ultrabook, c'est-à-dire que c'est des processeurs qui vont avoir un chipset graphique intégré assez puissant. Donc c'est généralement des trucs que tu vas retrouver dans les petits PC portables, les petits netbooks, les petits ultrabooks, potentiellement des tablettes, enfin voilà. C'est pas le processeur que tu vas retrouver sur ton PC de bureau, ça va pas du tout sortir pour ça. Mais du coup pour ces processeurs-là, ils vont adopter une stratégie de chez AMD pour l'architecture des cœurs qui est la modularité. Plutôt que de tout
souder et puis de tout faire, enfin pas de tout souder, mais de tout regrouper sur la même puce, sur le même die, et ben en fait ils vont assembler différents die, c'est-à-dire qu'ils vont graver un module sur un truc, graver un autre module sur un truc, et ensuite ils vont coupler ça ensemble. Ça va leur coûter beaucoup moins cher à faire, et ça sera... ouais, ça va surtout leur coûter beaucoup moins cher à faire, et puis ça sera peut-être un petit peu mieux. Donc il y a différentes technologies pour coupler plusieurs die, et Intel va se baser sur le Embedded Multi-Die Interconnect Bridge, donc qui est celle-là, qui est une petite technologie bien à eux qu'ils ont mis en place, qui permet d'interconnecter deux die ensemble sans vraiment perdre... Donc, ce qui se passe avec ces processeurs Kaby Lake G, normalement, ça va être des... Je sais plus si c'est des dual core ou des quad core. Il semblerait que ce soit des quad core, mais je suis pas extrêmement convaincu. Il y a moyen que ce soit des dual core avec hyperthreading. C'est pas précisé dans l'article. Par contre, là où c'est intéressant, c'est qu'ils ont des TDP qui sont assez élevés pour des processeurs, on va dire, pas entrée de gamme, mais des processeurs pour PC portable ou pour appareil mobile. Ils ont des TDP qui sont assez élevés, 65 watts, 100 watts. Mais en fait, ça, c'est sûrement parce que la partie graphique intégrée va être beaucoup plus puissante que ce qu'il y a sur les processeurs Intel actuels. Et on en parlait il y a un petit moment de Intel qui pouvait utiliser dans le futur des processeurs graphiques intégrés venant de chez AMD. On avait dit qu'il y avait un accord qui avait été passé entre AMD et Intel pour que Intel puisse utiliser les chipsets graphiques de chez AMD. Et il y a moyen que les premiers processeurs Kaby Lake G soient ceux qui utilisent les chipsets intégrés de chez AMD. Enfin, il y a moyen que ces Kaby Lake G soient les premiers processeurs à utiliser des chipsets AMD dans des processeurs Intel. Donc du coup, ça permettrait à Intel d'utiliser des puces graphiques qui soient beaucoup plus puissantes que ce que eux proposent, mais du coup on a des TDP qui sont beaucoup plus hauts, et il y a moyen qu'il y ait de la mémoire HBM2 qui soit mise sur le processeur afin de aider le IGP AMD, donc le processeur graphique de chez AMD. Donc il y a moyen que ce soit pas forcément que la mémoire graphique soit pas seulement prise dans le cache du processeur et dans la RAM. Il y a moyen que Intel grave et utilise de la mémoire HBM2 pour les puces graphiques intégrées. Voilà. Donc on a une autre news là-dessus qui est celle-là. Donc qui détaille un petit peu l'intégration hétérogène des die pour la modularité. En gros, qui parle un peu de la nouvelle façon de faire d'Intel pour ces processeurs-là. Plutôt que de faire un die sur lequel il y a tout, comme vous le voyez ici, ils viennent faire plusieurs die, puis qu'ils viennent interconnecter ensemble. Ils viennent graver les processeurs, les cœurs du processeur, ils viennent graver la partie graphique, etc. Et ensuite, ils interconnectent tout. Et aussi sur WCCF Tech, ils supposent qu'il y aura un GPU intégré de chez AMD avec de la mémoire HBM2 pour aider le GPU directement sur le CPU. Donc ce qui est quand même assez nouveau, c'est quand même très très novateur, et je pense que ça pourrait vraiment booster les performances des chipsets graphiques intégrés. Ensuite, ce type de processeur, les Kaby Lake G, ça sera des processeurs qui seront potentiellement soudés sur les cartes mères. Donc c'est pas le processeur que tu vas retrouver sur ton PC de bureau, c'est ce que je disais au début. C'est des processeurs qui vont être soudés sur les cartes mères, donc c'est ce que tu vas retrouver potentiellement sur des PC portables, sur des tablettes, etc. où tu peux pas enlever le processeur. Le processeur est directement intégré sur la carte mère et t'as pas le choix que de le laisser. Voilà. Bon, on va passer à la deuxième grosse news, qui est la Xbox Scorpio. Je pense que vous en avez tous entendu parler également. Xbox a annoncé sa nouvelle console en dévoilant ses spécifications, la Scorpio. Je vous en parlais la semaine dernière. On devait avoir des news d'ici la fin de cette semaine-là, mais on savait pas si c'était un poisson d'avril ou quoi que ce soit.
Et il s'avère que c'était pas un poisson d'avril puisque Microsoft a effectivement dévoilé sa nouvelle console et c'est une pure bombe. C'est plus puissant que ce que peut faire Sony. Donc là, Microsoft rattrape largement son retard en termes de hardware, il n'y a pas de souci là-dessus. Ils viennent vraiment dépasser la puissance de la PS4 Pro. Donc même de la PS4 Pro, hein, c'est genre... On savait que la PS4 Pro allait sortir, etc. Enfin bref. On savait que la Scorpio allait sortir. On savait que la PS4 Pro allait sortir. La PS4 Pro est sortie avec des spécifications un peu plus élevées que la PS4. Et on s'attendait à ce que la Scorpio soit à peu près dans les mêmes spécifications et dans la même gamme de puissance que la PS4 Pro. Mais en fait, non. La Xbox Scorpio est bien au-dessus de ça. Donc, au niveau du CPU, vous avez 8 cœurs. x86, donc architecture x86. Cadencé à 2.3 GHz. Au niveau du GPU, c'est là que ça devient très intéressant. Vous avez 40 unités de calcul de chez Radeon qui tournent à 1172 MHz et 12 Go de GDDR5 pour la RAM avec une bande passante de 326 Gbps par seconde, un disque dur d'1 Tera et puis un lecteur optique Blu-ray qui gère la 4K. Donc Microsoft, grosso modo, l'idée de cette console pour Microsoft, c'est de proposer de la 4K sans upscale, c'est de proposer de la 4K native. Ce que peut pas faire à l'heure actuelle la Xbox One, grosso modo, à part sur certains jeux très peu demandeurs, et ce qu'a du mal à proposer la PS4 Pro pour l'instant. Je pense que la PS4 Pro va pouvoir faire des jeux en 4K natifs, mais là, la Scorpio, c'est vraiment son objectif principal. Donc, l'ensemble des jeux et des accessoires de la Xbox One seront compatibles avec la Scorpio. Ça, c'est un autre point excellent. C'est-à-dire que c'est genre, tout ce que tu achètes d'un point de vue accessoire, micro, casque et tout pour la One, si jamais tu changes de console et que tu prends la Scorpio, ça sera toujours compatible, tu n'auras pas besoin de changer tout ton matos. GDDR5 pour la RAM, je pense que ça comprend, la mémoire vive du GPU, mais ça comprend aussi la RAM pour le processeur en fait. Je pense qu'ils mettent tout dans le même truc et ils utilisent ils utilisent de la GDDR5. Bougez pas, on va voir ça. Ah, c'est vrai que moi aussi ça m'a bug un peu. Mais en fait, il y a moyen qu'ils utilisent de la GDDR5, mais qu'elle soit accessible par le processeur. C'est-à-dire que la GDDR5, c'est juste une forme de mémoire. On met un G devant parce que c'est pour Graphical Dual... la DDR. La DDR, c'est celle pour le processeur. Et la GDDR, c'est celle pour la carte graphique. Mais essentiellement, c'est juste de la mémoire. C'est juste que c'est genre, tu la distingues en mettant un G devant, en disant bah celle-là c'est pour la carte graphique et celle-là c'est pour le processeur. Mais typiquement, comme c'est juste de la mémoire, tu pourrais mettre un seul bloc mémoire et y avoir accès depuis la carte graphique ou depuis le processeur. Sauf que si tu utilisais un seul bloc de mémoire pour le processeur et pour la carte graphique sur un PC standard, bah par exemple la carte graphique aurait des temps d'accès trop longs pour aller jusqu'à la mémoire. Enfin tu vois, genre ça serait la merde. C'est pour ça que genre les constructeurs ont décidé de mettre de la mémoire graphique directement sur les cartes pour que les temps d'accès soient moins longs, etc. Et puis que la carte graphique ait une mémoire dédiée. Là du coup ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont unifié la mémoire graphique et la RAM dans un seul bloc mémoire qui est accessible par le processeur et par la carte graphique. C'est ça qu'ils ont fait grosso modo. Et voilà, c'est une mémoire mutuelle. C'est exactement ce que vous dites. Confondre RAM et VRAM. Tu confonds pas RAM et VRAM. C'est de la RAM, c'est la même chose. C'est la même chose, c'est de la mémoire. Genre, tu pourrais utiliser un disque dur comme RAM. Genre, c'est un truc, c'est le fonctionnement est le même. C'est genre, sauf que le disque dur est pas dynamique, c'est le seul problème. Mais genre, tu peux utiliser de la mémoire à allocation dynamique, de la RAM, etc. sur une carte graphique. C'est exactement quasiment la même technologie, il n'y a quasiment rien à faire. Voilà. Donc, voilà, on a la Scorpio. Donc, ça vise le 4K, potentiellement à 60 fps, même si, à mon avis, en 4K, ça risque d'être difficile pour le 60 fps. Je pense que les jeux vont plutôt tourner à 30 fps. Mais il y a eu une démonstration technique de la Scorpio sur Forza Motorsport qui tournait justement en 4K 60 fps.
et qui n'utilisait que 66% des ressources du GPU. Après, c'est sur un jeu. Moi, je doute un petit peu que beaucoup de jeux vont tourner en 4K 60 fps. Je pense que les jeux vont plutôt tourner en 4K 30 fps. Mais bon, elle a quand même une énorme puissance sous le capot et la 4K, ça devient de plus en plus accessible pour le monde des consoles, là clairement. Donc vous voyez par exemple par rapport à la PS4 Pro, donc on a toujours 8 cœurs. Donc tous les trucs ont 8 cœurs, mais là on a quand même une fréquence qui est un peu plus élevée. On est à 2,3 GHz, alors que par exemple la PS4 Pro est à 2,1, la Xbox One S est à 1,75. Donc c'est ça, on booste pas mal le CPU. Au niveau du GPU, on booste également pas mal les trucs parce qu'on a une fréquence pareil qui est beaucoup plus élevée. On est à 1172 alors que la PS4 Pro est à 911, etc. Donc on passe de 4,2 à 6 teraflops, ce qui est quand même vraiment pas mal. Plus de mémoire, donc plus de RAM et de VRAM, puisqu'on est de la mémoire combinée. Toujours 1 Tera de stockage, ça change pas. On sait pas ses dimensions, on sait pas son poids, on sait pas le reste. Mais bon, et on sait pas son prix non plus. Ça, c'est une autre zone d'ombre qui va certainement être levée à l'E3 2017. Il y a moyen. Il y a moyen que le prix soit révélé à l'E3 2017, mais on n'est pas sûr. Si ça veut contrer la PS4 Pro, ça se placerait aux alentours des 500$. Mais rien n'est vraiment défini. Il se peut qu'il se place plus cher, il se peut qu'il se place moins cher. Pourquoi on n'utilise pas la VRAM à la place de la RAM? C'est une excellente question. C'est une excellente question auquel je ne saurais pas répondre. Mais c'est une excellente question qui mériterait recherche. Mais étant donné que c'est de la mémoire, doit y avoir un truc qui fait que c'est chiant. Certainement la façon dont tu dois agencer la mémoire, certainement la façon dont les blocs de mémoire sont construits, peut-être l'interfaçage, peut-être le coût aussi. Parce qu'au final, tu sais, genre t'as 4 Go, 6 Go de GDDR5 sur ta carte graphique. Genre, ça suffit pas forcément pour ton processeur, il faut plus de mémoire que ça, et puis du coup ça coûterait peut-être trop cher. C'est une question d'ailleurs qui m'intéresse et sur laquelle il faudrait que je me renseigne. Sur laquelle il faudrait que je me renseigne. La RAM est plus rapide mais avec une moins bonne bande passante. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est totalement vrai. Les besoins sont pas les mêmes. C'est-à-dire que si tu regardes la VRAM va tourner aux alentours des 7000, 8000, 10000 MHz. Donc la VRAM a une vitesse qui est extrêmement rapide. C'est genre la VRAM c'est hyper rapide. La RAM t'es aux alentours des 2000, 2200, 2300 MHz. Donc c'est beaucoup moins rapide. Par contre il y a moyen que la bande passante soit beaucoup plus élevée sur de la RAM que sur de la VRAM. Ceci n'est pas le sujet de ce Tech Talk, mais ça pourrait faire le sujet d'une prochaine vidéo. Effectivement. Donc, on parlait de la Scorpio. Vous voyez un peu, on a une autre news sur la Scorpio, c'est exactement la même chose. Voilà, c'est exactement la même chose. Pas grand chose de plus à vous dire là-dessus. Le GPU qui est utilisé, c'est de la base AMD. C'est un peu plus gros qu'une RX 480. Ça a à peu près la même puissance qu'une RX 480, voire même un petit peu plus. Au niveau des teraflops, la RX 480 est à 5,8 teraflops par seconde. La puce graphique de la Xbox Scorpio est à 6 teraflops. Donc si vous voulez placer ça, c'est à peu près la puissance d'une RX 480 dans une console. Ce qui est vraiment bien, parce qu'avant c'était pas ça, hein. Les consoles ça tournait quand même beaucoup sur des trucs beaucoup moins puissants que ça. Donc voilà. Que dire de plus là-dessus? Mis à part que Microsoft vient d'exploser les performances de Sony et son retard d'un point de vue hardware par rapport à Sony, qu'ils utilisent du refroidissement qui est un peu basé sur les chambres à vapeur liquide et les chambres à vapeur, pas les chambres à vapeur liquide, les chambres à vapeur comme sur les GTX 1080 Founders Edition, et qu'ils utilisent aussi des espèces de ventilateurs à force centrifuge pour la dissipation de la chaleur.
Bon, ça, c'est des ventilateurs qui se basent sur la vitesse de rotation et la force centrifuge pour dissiper la chaleur, etc. Et puis, le Vapor Chamber Cooling, c'est une technologie qui a été introduite il y a pas mal d'années, mais qui est utilisée sur les 1080 Founders Edition et dans certains ventirades de chez Cooler Master et je sais plus quelle autre marque. C'est un truc qui marche plutôt pas mal, qui permet une bonne dissipation de la chaleur, mais qui coûte assez cher à mettre en place. Mais voilà, donc, niveau hardware, Microsoft a repris le devant par rapport à Sony. Là, ce qu'on attend également, un des trucs qu'on attend également, que j'attends aussi également, c'est la line-up de jeux pour la Scorpio. Parce que là où Microsoft est un peu moins bon, je trouve, c'est par rapport aux exclus et aux jeux qu'ils proposent. Il y a un plus grand panel de jeux sur PS4. Sony propose un plus grand panel de jeux, ils ont plus de variété, etc. Ils ont plus d'exclusivité. Et il faut voir ce que va proposer Microsoft en termes de jeux. Bon, on va passer sur les RX 580 et RX 570 qui ont été benchmarkés sur Firestrike. Donc c'est juste pour vous donner un peu une idée de la puissance des cartes. Donc on en a parlé la semaine dernière. La RX 580, 570 et 560 sont juste des rebranding des RX 480. Donc c'est juste les mêmes chipsets que l'ancienne génération, donc RX 480, 470 et 460, mais avec des fréquences un peu plus élevées, etc. Donc c'est grosso modo les mêmes cartes, avec un peu plus de puissance. Et donc pour ça, hop, va y avoir forcément quelques différences au niveau des benchmarks. Elles sont censées quand même être plus puissantes, les cartes tournent plus vite, donc forcément c'est plus puissant. Puis c'est ce qu'on voit à travers les benchmarks sur Firestrike. La RX 580 est à 6321 en score graphique, alors que la RX 480 est à 6242. Comme vous pouvez le voir, la différence n'est pas énorme. Là on est sur deux cartes avec les fréquences de base. Là, c'est les fréquences de base pour les deux cartes. La différence est quand même assez minime, je trouve. C'est pas énorme. Par contre, si tu overclock un petit peu la RX 580, là, l'écart commence à se creuser. Si tu fais tourner ta RX 580 à 1500 MHz, t'as quand même quasiment 600 points d'écart, ce qui est quand même pas si mal que ça. Puis je suppose qu'il va y avoir des cartes custom qui vont proposer une fréquence de base à 1500 MHz, genre chez Asus ou chez MSI, etc., etc. Pour la 570, on va retrouver le même schéma. Le même schéma. Regardez un petit peu, on gagne quelques points, 100, 200 points sur Firestrike, c'est pas énorme, mais bon, voilà. Je pense que AMD sort ces cartes pour temporiser la sortie de Vega qui a du mal à sortir. Clairement, sur ces cartes-là, ils sont en retard, mais bon, on peut pas leur en vouloir. Par contre, là où AMD n'est pas en retard, c'est sur Ryzen 5. Et là, Ryzen 5, ça sort le 18 avril. Le Non-Disclosure Agreement, donc l'entente de non-dévoilement, le truc qui vous régit comme quoi vous n'avez pas le droit de parler du produit, finit le 11 avril. Je crois que normalement les processeurs vont être vont être en vente le 18 avril, ou peut-être le 11, il y a moins que ce soit en vente le 11. Mais on a déjà des premiers benchmarks qui sont apparus pour Ryzen 5, donc pour le Ryzen 5 1600 exclusivement, et on a les prix, etc. pour toute la line-up des Ryzen 5. Donc 170$ pour le premier Ryzen 5, avec 4 cœurs et 8 fils de calcul, qui tourne à 3.2 GHz. Ensuite, si vous passez sur un processeur à 6 cœurs, donc ça sera le Ryzen 5 1600, toujours à 3.2 GHz, vous êtes à 220$. Donc ce qui vient le placer grosso modo au même prix qu'un i5 7600K, à peu près au même prix, sauf que vous avez 6 cœurs et de l'hyperthreading, donc ce qui est vraiment pas dégueu. Ensuite, pour chaque version, vous avez la version X, donc 1400, on a le 1500X qui a aussi 4 cœurs mais qui tourne plus vite, et le 1600, on a le 1600X qui a aussi 6 cœurs mais qui tourne un petit peu plus vite. Donc voilà, donc ils ont testé le Ryzen 5 1600, je pense c'est le 1600, oui c'est le 1600, sur une carte mère X370 avec 32 Go de mémoire G-Skill à 2400 MHz et avec le couleur de AMD. Et voilà ce que ça donne
il y a des benchmarks synthétiques et normalement il y a des benchmarks en jeu. Donc d'un point de vue benchmark synthétique, ça se place au-dessus du 6900K en monocœur. Je pense que là c'est du monocœur. Je pense. C'est ça, single core performance. Ça se passe en single core performance, ça se place à peu près en dessous du Ryzen 7 1700X. Ça se place en dessous des i5 6400, des i7 6700, etc., etc. Donc ça se place en dessous du mainstream de chez Intel. Par contre, ça se place au-dessus du 7900K. Et là, ça, c'est un peu une surprise. Par contre, en multicœur, tac, 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 tac. Alors, hop là. Qui est celui-là. Multicœur sur Cinebench 15, forcément. Il vient se placer un petit peu au-dessus de l'i7 7700K. Ce qui est vraiment très très bon. Qui tourne à 4,9 GHz, hein, quand même. Vous voyez que en performance multicœur synthétique, donc benchmark synthétique, on n'est pas in-game et tout, là c'est vraiment de la puissance brute. Le Ryzen 5 1600, il a quand même 6 cœurs, 12 fils de calcul, donc il vient dépasser le 7700K, il vient dépasser le 6700K, il vient dépasser le 5820K, etc. C'est quand même très 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 bon parce que il coûte, ce putain de processeur là, lui là, il coûte 220$, donc il va coûter 240 euros, 250 euros, et il dépasse un i7 qui coûte 370 euros, qui est 120 euros plus cher. Donc c'est quand même assez oufissime. Pareil, avec GPU-Z, le benchmark, en multicœur, boum, on est au-dessus, on est au-dessus, on est au-dessus. Et c'est le même schéma pour quasiment tout, pour quasiment tous les benchmarks synthétiques. Pour du jeu, est-ce que j'ai du jeu là? Oui, j'ai du jeu normalement. Normalement, j'ai un petit peu de jeu. Et est-ce que je peux avoir du jeu? Désolé. Je cherche les performances in-game parce que c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Memory benchmark. Ok. Je pense que ça là... Je ne sais pas quel jeu c'est. Duegos Full HD. On va dire que... Ah, ils ont testé sur Battlefield 1, sur Doom, sur Metro Redux, sur Rise of the Tomb Raider en DirectX 11, DirectX 12 et Total War Warhammer. Ok, donc on va regarder un petit peu ça. Ryzen 5 1600 en gris, Ryzen 7 1700X en orange et l'i7 6700K en bleu. Donc vous voyez que on retrouve à peu près la même tendance, à peu près partout. Le i7 6700K est légèrement au-dessus à chaque fois. C'est-à-dire que vous avez plus de FPS avec le 6700K en jeu. Mais c'est vraiment léger. C'est genre, mis à part sur Total War Warhammer, qui là vous gagnez 40 FPS, puis Rise of the Tomb Raider, DirectX 12, vous gagnez quand même pas mal. Sur les autres jeux, c'est assez léger. Donc je pense que ça va vraiment dépendre des jeux. Là où c'est intéressant, c'est que parfois, le Ryzen 5 a plus de puissance, enfin plus de performance au point de vue des jeux que le Ryzen 7. Et ça, c'est essentiellement dû à cause, je pense, du bottleneck entre les deux chipsets du Ryzen 7. Enfin, la façon de comment il est fait, comme quoi il y a 4 cœurs sur un module et 4 cœurs sur un autre module. Et que les deux doivent communiquer et puis que le pont entre les deux peut faire bottleneck. Donc c'est pour ça que je pense que parfois le Ryzen 5 est plus puissant que le Ryzen 7. Sur certains jeux en tout cas. Mais vous voyez que quand même, in-game, on a des performances qui sont vraiment vraiment pas dégueu par rapport à un i7 de chez Intel. Moi je trouve que c'est quand même vraiment pas dégueu. Si on passe en 4K, c'est là que ça devient intéressant. Parce que en 4K, le bottleneck n'est plus sur le processeur. C'est-à-dire que c'est plus la puissance de votre processeur qui va faire la différence. Parce que la 4K est beaucoup plus demandeuse d'un point de vue graphique. Donc c'est votre carte graphique qui va être totalement en PLS. Et du coup, la différence de puissance entre les processeurs et l'impact du processeur sur les performances in-game en 4K va être beaucoup moins importante qu'en 1080p. Parce qu'en 1080p, la carte, vous voyez, on est à 100 fps, 150 fps. Clairement, votre carte, elle a pas de souci là-dessus. Et c'est là qu'on va avoir
c'est là qu'on va voir le plus l'impact de la puissance du processeur et des bottlenecks processeurs par rapport aux performances in-game. Je sais pas si c'est très clair ce que je viens de dire, mais bon. Bottleneck, c'est quand un des composants limite la puissance de ton système. C'est-à-dire que quand un des composants vient limiter la puissance de ton système entier. C'est-à-dire qu'il y a forcément un bottleneck quelque part. C'est que quoi que tu fasses, si tu prends une super carte graphique et un processeur bas de gamme, bah ta super carte graphique va travailler fort, mais comme ton processeur va pas réussir à suivre, tu vas avoir un bottleneck sur ton processeur qui va limiter la puissance de ta carte graphique. C'est-à-dire que, ça limite pas la puissance de ta carte graphique, mais ta carte graphique pourra pas tourner à sa pleine puissance parce que le processeur la limite. Le bottleneck, la traduction exacte, c'est un goulot d'étranglement. Il faut exactement le voir comme ça. T'imagines que tu as une chaîne de flux, tu as des informations qui passent. Si à un moment, tu as un composant qui est moins puissant, qui est moins performant, bah, la largeur de ta conduite va réduire. Et du coup, les informations ont plus de mal à se passer au niveau de ce composant-là. Les bottlenecks, il faut voir ça comme ça. Mais du coup, en 4K, la différence de performance est beaucoup moins importante, comme vous le voyez. Là, ça varie quasiment pas. Les Ryzen 5 sont au coude à coude avec le processeur Intel. C'est genre Total War Warhammer. Quand on était sur Intel tout à l'heure en 1080p, genre la différence était flagrante. En 4K, il y a plus de différence du tout. Pareil sur Rise of the Tomb Raider, pareil sur Doom, etc. La seule différence qui reste, c'est sur Metro Redux. Donc Ryzen 5, ça va vraiment être des bons processeurs, je pense, pour le jeu. Surtout vu leur prix. Donc voilà. C'est très prometteur comme benchmark. On a les mêmes benchmarks ici. C'est ce qu'ils disent, c'est que c'est très prometteur. On a également des premiers benchmarks sur le Ryzen 5 1400, qui est le processeur Ryzen 5 le moins cher. Donc sur Battlefield 1, sur Fallout 4, sur GTA 5, sur Hitman. Donc c'est une petite vidéo, ça a été testé en 1080p avec une RX 480. On va juste vite fait passer à travers la vidéo, juste pour que vous voyez un petit peu comment ça tourne. Donc là on a un i5, ici on a le Ryzen 5 à 3,2 GHz, ici on a le Ryzen 5 OC à 3,8 GHz, et ici on a un Pentium G4560, donc c'est du Kaby Lake. Et vous voyez que d'un point de vue performance, on est très très proche du i5 7400K. 7400. En tout cas sur Battlefield 1. Toujours sur Battlefield 1 aussi, on va passer sur GTA 5 je pense. On va voir un petit peu les performances sur GTA 5. 140 fps, 113 fps, 125 fps. Moi je trouve que c'est vraiment pas dégueu. Je trouve que exactement c'est vraiment très prometteur. Même si on voit que sur l'ensemble des jeux, le Core i5 reste un petit peu au-dessus. Vu le prix des processeurs AMD, je trouve que ça peut être très rentable de partir sur du Ryzen. Voilà. Bon, on va passer sur des news un petit peu plus tranquilles. La Switch, on va parler un petit peu de la Switch. Et là, il y avait une news qui était très intéressante qui parle d'un jeu fait par Sumo Digital, qui ont fait Snake Pass. Donc il y a un jeu qui est sorti sur PC apparemment, qui est sur Steam. Donc ça s'appelle Snake Pass, qui à mon avis qui est un remake de Snake en 3D, comme vous pouvez le voir à l'image, etc. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont révélé dans une interview assez récente qu'ils ont fait un portage sur Switch. Ils ont porté Snake Pass du PC à la Switch. Et là où ça devient plutôt pas mal, là où ça devient un petit peu intéressant, c'est que apparemment le portage leur a pris 1 semaine. Là vous allez dire what ? C'est rien. Et effectivement c'est rien. Genre, et c'est ça qui m'a surpris. Ils ont dit genre on a eu les kits de développement pour la Switch fin novembre. En décembre il y avait plein de gens qui partaient en vacances parce qu'il y avait Noël, etc. Et du coup ils se sont mis à bosser sur le portage du jeu en janvier. Et apparemment, selon les programmeurs qui ont fait le portage, le truc a été fait en 7 jours. 7 jours de travail, le portage a été effectué et puis il était fonctionnel. Il restait 2-3 bugs à corriger par-ci par-là, mais c'était fonctionnel. Je sais pas si vous imaginez, un portage en 7 jours, c'est rien. Portage d'un jeu PC sur une console en 7 jours, c'est rien. Je suis d'accord, c'est un jeu qui est certainement pas énorme, etc., etc. Mais pour qu'une compagnie comme ça arrive à faire un portage aussi rapide, c'est que
je pense, la Switch est plutôt facile. Enfin, c'est plutôt facile de dealer avec la Switch et de porter un jeu sur Switch. Il faut savoir que Nvidia, la Wii U et tout, la Wii, la Wii U, apparemment, c'était des enfers de développement. Pour développer sur Wii, c'était un enfer. C'était un bordel pas possible. C'était extrêmement prise de tête, etc., etc. Et ça a refroidi beaucoup de développeurs qui voulaient sortir des jeux sur Wii ou sur Wii U et qui au final ne les ont pas sortis juste parce que le développement était de la grosse merde. Mais il semblerait que du coup, j'ai envie de dire Nvidia, Nintendo ait fait beaucoup d'efforts là-dessus et qu'ils aient grandement facilité le développement sur la Nintendo Switch. Ce qu'ils disent ici dans l'interview, c'est que apparemment le moteur Unreal Engine, donc Unreal, excusez-moi pour l'accent, Unreal Engine, donc ce avec quoi apparemment ils ont développé le jeu, il y a beaucoup de jeux qui se font avec le moteur Unreal, a une espèce de fonctionnalité qui permet d'exporter facilement les jeux sur Switch, grosso modo. Et il semblerait que c'est parce que Unreal et Nintendo ont bossé ensemble beaucoup et de façon très proche afin de faciliter le portage et le développement des jeux sur Switch avec le moteur Unreal Engine. Voilà. Et c'est essentiellement ça qui a permis que ce portage soit fait aussi rapidement. Donc c'est un truc que je savais pas, mais si le moteur Unreal Engine facilite le développement sur Switch, genre grandement, ou facilite le portage des jeux sur Switch, il y a moyen qu'il y ait pas mal de développeurs qui décident de se remettre à faire des jeux sur la Nintendo Switch, ce qui en soi est une bonne chose. Et c'est d'ailleurs le cas de Square Enix, donc ceux qui ont fait Final Fantasy, ceux qui ont fait Chrono Trigger, etc., qui annoncent le début d'une mission secrète, donc c'est un développement de jeu secret pour la Nintendo Switch. Donc c'est un mec qui s'appelle Takashi Tokita qui a posté une photo de la Nintendo Switch disant genre on commence un projet secret sur la Nintendo Switch, on commence un développement de jeu sur la Nintendo Switch. Ce mec là, Takashi Tokita, c'est celui qui a travaillé sur Chrono Trigger, Parasite Eve et Final Fantasy 4. Donc des jeux plutôt mobiles ou pour console portable. Et il y a moyen qu'il fasse un gros truc, un truc bien lourd pour la Nintendo Switch. Ça serait vraiment fou que Square Enix sort un titre emblématique sur Nintendo Switch. Ça serait fou. Voilà. Bon, on va repartir sur la Nintendo Switch et puis on va repartir sur Warhammer 40 000 Dawn of War 3 qui va y avoir une bêta ouverte avant le lancement. Oui, je sais, on est sur des news un petit peu plus funky. Mais grosso modo, il va y avoir une bêta ouverte pour Warhammer 40 000 Dawn of War 3ème du nom qui aura lieu entre le 21 et le 24 avril. Donc si vous voulez y jouer, généralement je pense que ça va passer par techniquement potentiellement par Origin. Je sais pas par où va passer la bêta, je sais pas par où tu auras accès à la bêta. Je pense qu'on aura d'autres infos là-dessus plus tard, mais grosso modo, sachez qu'il y a une bêta entre le 21 et le 24 avril sur Warhammer 40 000, le nouveau, et que si vous voulez l'essayer, vous pourrez le faire durant ce petit week-end. Ensuite, on a une news sur YouTube qui désactive la monétisation sur les chaînes ayant moins de 10 000 vues. Donc grosso modo, ils ont revu un petit peu leur système de monétisation et de revenus publicitaires, et en fait, ils ont décidé d'autoriser la monétisation sur les chaînes seulement quand elles auront fait 10 000 vues. Voilà. Parce qu'en gros, ils essayent un petit peu de limiter les gros annonceurs. Grosso modo, c'est ce qu'ils essaient de faire. C'est-à-dire qu'ils essayent de boycotter les mecs qui font des chaînes, qui posent des grosses annonces. Genre, imaginez, vous avez une célébrité hyper connue qui annonce qu'elle va lancer sa chaîne YouTube, qui prépare sa chaîne YouTube, etc., qui active la monétisation. Tout le monde attend la vidéo. Parce que tu sais, genre, c'est un truc super connu. Genre, tout le monde attend la vidéo. La vidéo sort, elle fait genre 3 millions de vues. Et là, du coup, YouTube doit payer à peu près 3 000 $ pour la vidéo à ce mec-là.
Parce que tout le monde était hyper hype pour voir la vidéo, tout le monde l'attendait, etc. Et du coup, pof, elle fait masse vue, et puis du coup, le mec se fait masse thune. C'est le principe des gros annonceurs. C'est genre, t'annonces un truc énorme, t'es un mec connu, t'annonces un truc énorme, tu sors une vidéo, tout le monde l'attend, et pouf, ça fait un buzz de fou. Donc YouTube essaye de limiter ça. Ils essayent également de limiter le vol de contenu, parce qu'il y a pas mal de chaînes qui se créent un peu tout le temps, puis qui reprennent des contenus qui ont bien marché, et qui les re-uploadent pour se faire de la thune. Vous voyez le genre? Ça, je pense que vous en avez déjà vu, hein. Il y a plein de chaînes qui prennent du contenu, des vidéos, genre, qui downloadent la vidéo, la re-uploadent sur une autre chaîne, et qui se font des thunes là-dessus. Et donc YouTube essaye de limiter ça, notamment, du coup, en désactivant la monétisation, tant que la chaîne n'a pas 10 000 vues. C'est-à-dire que tant que ta chaîne n'a pas 10 000 vues, au total, c'est pas genre, ils désactivent pas la monétisation tant que chaque vidéo n'a pas de 10 000 vues. C'est-à-dire que si ta vidéo fait moins de 10 000 vues, tu vas quand même gagner de l'argent. C'est pas ça qu'ils disent. Ils désactivent la monétisation tant que le cumulé de tes vues sur ta chaîne ne fait pas 10 000. Donc c'est le nombre total de vues. C'est le lifetime total. C'est-à-dire que faut que la globalité de tes vidéos ait fait au moins 10 000 vues pour que YouTube active la monétisation. Une fois que ça c'est fait, une fois que tu as passé les 10 000 vues, bah, la monétisation sera activée sur ta chaîne, et puis là, bah, même si ta vidéo fait 200 vues, tu gagneras des sous. Voilà, voilà. Donc ensuite, le truc, c'est que, également, pour activer la monétisation, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont genre regarder ta chaîne. Genre normalement, ça va se faire sur le... Je pense qu'ils vont faire une espèce de review de ta chaîne. Quand les chaînes atteignent 10 000 vues, je pense qu'il y a un mec qui regarde si la chaîne est legit, si elle est légitime, etc. Si c'est du contenu original, si c'est pas du contenu qui a été volé et tout. Et ils autorisent la monétisation. Donc je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise initiative. YouTube essaye de limiter le vol de contenu, même si à mon avis ça va pas tant l'enrayer que ça, mais ils essayent de prendre des mesures pour limiter le vol de contenu et qu'il y ait des gens qui se fassent des thunes sur le vol de contenu. Donc c'est sûr que d'un point de vue des petits créateurs de contenu, ça va potentiellement poser problème, parce que si tu fais pas d'argent tant que t'as pas 10 000 vues, bah ça peut peut-être te démotiver, tu vois, mais genre après en même temps, avec 10 000 vues, mec, je pense que t'as fait 10 € à peine, donc bon, c'est pas comme si t'avais perdu masse thune, tu vois. Bref, ensuite, sur les news de Vega, il y avait marqué 1er avril, faut voir. J'irai voir après, je verrai si je coupe. Ça se trouve, je vais couper la partie de Vega. Si c'est une fausse news, je la couperai peut-être au montage sur la VOD. Ensuite, une nouvelle annonce. Une annonce que j'attendais fortement. Une trilogie Kaamelott va voir le jour au cinéma. Ça a été confirmé par Alexandre Astier. Les films sont écrits. Les films sont planifiés, les acteurs, il a déjà les idées des acteurs, etc. Et le tournage commence très très prochainement, voire même a déjà commencé. Donc j'ai vu ça lors, j'ai vu ça lors d'une petite interview sur le Gros Journal, où il en parle très vite fait, mais grosso modo, on sait qu'il y a 3 films Kaamelott qui vont sortir au cinéma, que c'est déjà tout écrit, qu'il a l'histoire, qu'il a les acteurs, et que le tournage commence certainement dans le mois qui vient là. Donc énorme hype pour ces 3 films Kaamelott. Voir si ils vont faire ça d'un point de vue très humoristique, s'ils vont jouer sur l'histoire, si ça va être beaucoup plus sérieux que la web-série, que la série. Parce que Kaamelott ça évolue. Au début c'était juste de la déconnade, et plus t'avançais dans les saisons, plus c'était sérieux. Même si ça restait quand même, il y avait toujours le côté humoristique. Voilà. Bref. Et ensuite, la dernière news concerne encore un film, cette fois-ci sur Full Metal Alchemist, donc qui aurait droit à une version action live qui aurait été dévoilée dans un trailer. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Full Metal Alchemist, c'est un animé, donc un manga. Bon, à la base, c'est un manga qui a été écrit, qui a eu droit à 2 adaptations. Donc il y a eu Full Metal Alchemist, hop, le manga, 51 tomes ou 52 tomes, je sais non, moins de tomes, non, peut-être 20 tomes, je sais plus combien il y a de bouquins. Ensuite, il y a eu Full Metal Alchemist Brotherhood, qui revoyait un petit peu l'histoire. Et
du premier truc, du premier bouquin, il y a eu, je pense qu'il y a eu 2 séries qui ont été faites. Et ensuite, il y a Brotherhood qui a été faite aussi également. Ou non, il y a juste Brotherhood, il y a juste Full Metal Alchemist qui a été fait et Full Metal Alchemist Brotherhood. Plus certains OAV qui ont été faits, etc. J'ai tout regardé, mais c'est juste que ça fait très longtemps que j'ai regardé ça. Donc, faut savoir que Full Metal Alchemist, c'est un des meilleurs animés qui existent. D'un point de vue, tout le monde est unanime là-dessus, c'est un des meilleurs animés qui existent. Et c'est un des meilleurs mangas également qui existent. Et donc, du coup, ils vont faire un film sur cet animé. Alors, j'ai un petit problème là-dessus. C'est que c'est comme Attack on Titan. Attack on Titan, c'est un excellent manga et un excellent animé. Et ils ont fait un film live action qui a été absolument de la merde. Parce que vous savez, c'est surtout les Japonais qui sont friands de ça. Du coup, les films sont faits au Japon. Et puis bon, les acteurs ont des gueules japonaises. Bon, c'est pas très gênant, mais tu sais, genre, ça colle pas forcément avec l'univers du personnage, avec les trucs, etc. Et il s'avère que le live action de Attack on Titan était pas vraiment bien. C'était même pas fou du tout. Voilà. À un tel point que quasiment personne en parlait. Et là, du coup, un live action de Full Metal Alchemist, je suis mitigé. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Genre, vraiment pas du tout. J'ai genre aucune idée. Ça peut être très bien, comme ça peut être de la grosse merde, comme ça peut être genre passable. Mais en attendant, il y a 2 trailers qui sont sortis. Vous pouvez les regarder vite fait si vous voulez. Je sais pas du tout ce que ça donne. Les effets ont l'air d'être plutôt bien. Les effets ont l'air d'être plutôt bien faits, etc. Bon, par contre, d'un point de vue histoire et tout, bon, forcément, je comprends rien, c'est tout en japonais, mais on va regarder la deuxième également. Je vous avouerai que je suis vraiment sceptique, parce que les acteurs, pour moi, ont pas une gueule de mec... désolé, ont pas une gueule de mec asiatique dans le bouquin, ou même dans l'animé. Du coup, ça me fait bizarre de les voir comme ça, parce que c'est pas du tout comme moi je les imaginais, tu vois. Genre, surtout que là où ça se passe dans l'animé et dans le manga, c'est pas un truc qui ressemble au Japon. Pour moi, c'est plutôt genre les États-Unis post-colonial, genre avec un pseudo Far West, etc. Genre, ou Europe du 17e, 18e siècle, vous voyez le genre? Donc je suis vraiment pas convaincu par ça. Je vais certainement le regarder quand ça sortira, voir ce que ça donne, mais j'ai des gros doutes. Bon voilà, c'était la dernière news. J'espère que ça vous aura plu, que ce TikTok vous aura plu. N'hésitez pas à regarder la VOD pour ceux qui n'étaient pas dispo, etc. ou qui ont dû quitter plus tôt ou qui sont arrivés trop tard. Likez si vous avez liké, dislikez si vous avez disliké. Laissez vos questions, remarques en commentaire. Et comme d'habitude, moi je vous dis à ciao, bonsoir.